Bonjour, bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous de l'Anacoffi, première émission de cette nouvelle année 2022. Avec moi, David Charlet, président, bonjour. Bonjour. Sébastien Barrault, secrétaire général Anacoffi Immobilier Syndicat, bonjour. Bonjour. Et on devait avoir Nebojša Srećković, qui est, lui, secrétaire général de l'Anacoffi, mais le Covid en a décidé autrement. Alors, David, je crois que rien de grave, il est au lit, mais en bonne santé. A priori, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On verra comment ça tourne, mais on lui souhaite un prompt rétablissement et puis ça devrait bien se passer. Bon rétablissement à lui, et puis il vous reste à prendre en charge les réponses qu'il devait apporter. On va se débrouiller avec Sébastien. Cette année, alors on entame avec le Covid, l'année 2021, elle a été encore très chahutée par le Covid. On a encore connu toute une série de restrictions sanitaires. Pour autant, on le voit sur les chiffres macroéconomiques et on voit que le business est quand même pas mal tenu. Pour ce qui est de l'Anacoffi et de ses membres, quel bilan vous tirez ? Le bilan, c'est une année 2021 qui a été très dure. Alors, si on regarde l'entreprise Anacoffi en tant qu'entreprise, ça a été une année très dure, à la limite du pénible. On a été audité de multiples fois, rien n'a été simple, il a fallu réorganiser plusieurs fois moins que l'année d'avant. Le planning, on a eu un contrôle de l'AMF qui a duré 6 mois, on a eu tout un tas de choses qui sont arrivées en même temps dans une année qui était compliquée. Le résultat à la fin, puisque c'est la seule chose qui compte, c'est que l'année a été bonne. C'est pour ce que l'on peut connaître des chiffres, même si tout n'est pas encore arrêté. L'année a été bonne, on a une croissance de l'Anacoffi qui, sur l'ensemble des entreprises qui cotisent, on va attendre le nettoyage de réadhésion, mais enfin on sera entre 3 et 4% de croissance, ce qui est plutôt un bon score, et on est au-delà de 6 sur la partie CIF par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a vu aussi que nos membres ont plus tiré sur le centre de formation en licence de formation. Tout ça fait qu'on peut considérer que c'est un bon résultat dans une année qui était encore une fois compliquée et exceptionnellement un peu plus tendue du fait de ces audits, ces contrôles et autres que l'on a pu vivre, qui sont venus rajouter du travail dans une année où les équipes sont comme partout, en partie en télétravail, et c'est un peu moins pratique pour gérer ce genre de choses. Voilà ce qu'on peut dire pour 2021 en simple. Bon résultat final dans une année compliquée. Pour les membres de l'Anacoffi, en un mot... Alors, les membres de l'Anacoffi, on n'a pas encore leurs données chiffrées, donc on est sur de l'impression. On est sur les retours liés aux échanges qu'on peut avoir avec eux, et encore une fois, on en a un peu moins qu'on a pu en avoir dans d'autres années avec le Tour de France où on les voit. Ceci dit, on a fait un petit Tour de France, et on a quand même des échanges avec les équipes qui parlent au quotidien avec eux. L'impression, c'est que l'année s'est économiquement bien passée, et que pour eux aussi, en tant qu'entreprise, l'année n'a pas forcément été simple, mais c'est toujours pareil. À partir du moment où, à la fin de l'année, on aurait un résultat économique qui va, on va oublier tout le reste, parce que la fonction d'une entreprise, c'est ça, c'est un moment de réussir sa prod. Voilà. Ceci dit, juillet, c'est-à-dire pour pouvoir confirmer cette impression, nos analyses, on les sort en juillet, il faudra attendre le mois de juillet, donc notre émission de la rentrée, probablement septembre ou fin août, pour pouvoir confirmer ce qui n'est aujourd'hui qu'une impression. Impression, ceci dit, qui semble commune dans toutes les organisations professionnelles comparables. C'est-à-dire que tout le monde a, pour ce que j'en sais, la même impression. Donc, il y a un moment où, quand tous les observateurs semblent avoir le même rendu, on peut penser que c'est ça. On parlait de juillet, donc 2022, vous l'imaginez comment ? Eh bien, comme elle commence, mais en mieux. Voilà, enfin, je pense que l'absence de Nebojša dit tout, c'est pas fini. Pas fini quand même. Le fait qu'on ait dû décaler cet enregistrement, le Covid est toujours là, il perturbe toujours. On va avoir les élections présidentielles qui, elles aussi, vont perturber un peu. Alors, dans quel sens, c'est une vraie question, mais voilà. L'année devrait avoir commencé au 1er janvier, elle n'a pas commencé au 1er janvier, donc on va perdre quelques mois de fonctionnement normal, ce qui va décaler un certain nombre de choses. Pour autant, on a appris à faire, ça fait plus de 2 ans que ça dure, donc on a appris à gérer dans cet univers-là. Vous voyez, on arrive à faire cette émission, rappelez-vous que ce studio avait été fermé à une époque, on ne pouvait plus rien faire. Voilà, donc l'année se présente dense, mais une 3e année plus adaptée. On est tous plus adaptés, et donc on peut imaginer que ce sera encore meilleur que 2021. Je ne sais pas encore dire si ce sera facile ou pas. Nous, en tout cas, on a des grands enjeux.
Donc ces grands enjeux vont nous occuper largement. Le Tour de France notamment. Alors le redémarrage du Tour de France, oui, qui en lui-même est pas simple. Alors évidemment, on va mélanger du présentiel, du digital. Et c'est vrai que cette année, on peut programmer un Tour de France pas tout à fait normal. Il manquera, je le disais, à peu près 2 mois pour tourner. Hein. Mais on peut imaginer qu'on aura tout le reste de l'année pour le faire. Donc on est en train de le planifier. Réforme de ce Tour de France. En fait, on va essayer de déployer le Tour de France qu'on avait prévu pour 2020 et que le Covid, enfin le modèle de Tour de France prévu pour 2020 et que le Covid a coupé net et nous a empêchés de déployer. Moins de dates, des semaines complètes pour occuper le territoire et aller dans chacune des régions, là où avant on faisait plusieurs passages dans les territoires, avec des partenaires qui viendront, des centres de formation externes qui viendront avec nous. Enfin, un remodelage de ce fonctionnement présentiel qui va faire que ça va ressembler à ce que l'on avait au début de l'Anacofi en plus grand. Voilà. Mais on va arrêter les 250 à 300 jours de passage quelque part en France qui sont déments et qui ne correspondent plus à l'appétence des membres en matière de présentiel distanciel. On va garder des prestations digitales, vidéo, classes virtuelles, etc. etc. Voilà comment se dessine le Tour de France, avec quand même cet effet, hein, je dis, on aura de moins, donc ça va quand même concentrer, mais on est dessus, et le temps que cette émission soit montée et elle passe, on devrait disposer du planning mis à disposition de membres, puisque ça, c'est aussi l'autre enjeu, c'est on mettait 3 à 6 mois en avance ce qui allait se passer. Là, on va essayer de placer la totalité de l'année. Dès qu'on va commencer à communiquer, c'est-à-dire dans le courant du mois de février, on donnera une visibilité totale à nos membres sur ce qui sera présentiel. Sur ce qui sera digital, on a un peu plus de souplesse, donc on verra. Voilà comment il se dessine. Beaucoup de salons extérieurs, beaucoup d'événements extérieurs avec lesquels il faut jongler, et qui eux aussi s'étalent un peu plus. Mais regardez, les premiers salons devaient commencer là en mars, certains commencent déjà à se décaler. Donc on sait qu'on va rester dans ce type de mode de gestion avec ce type de problématique. On va rester agile, on n'a pas le choix. Il va falloir rester agile. Ouais. Alors, on le disait, hein, cette année, c'est une année, au moins un premier semestre électoral. On a le sentiment d'être à peine entré dans la campagne. Hein, et dans 2 mois, à peine plus, le premier tour intervient. Dans ce contexte, vous avez pris la décision d'un travail collaboratif au niveau de l'Anacofi. Alors, non pas de faire des propositions, mais de prendre des positions sur les thématiques fortes, à la fois les thématiques fortes économiques de campagne, mais aussi les thématiques qui concernent vos professions. Et vous avez élaboré 116 prises de position. Alors, on aurait pu les prendre une par une, mais ça nous aurait mené loin. Donc, on en a sélectionné une vingtaine. Et je vais commencer avec une thématique qui concerne les chefs d'entreprise et la transmission d'entreprise. En matière de transmission d'entreprise, notamment de vente ou à titre gratuit, il y a beaucoup de dispositifs fiscaux de faveur, hein, qui vont parfois jusqu'à une exonération totale, notamment de plus-value. On fait le constat, et vous faites le constat, que ça ne suffit pas, la transmission reste compliquée. Alors, comment faire ? Comment aller plus loin ? Alors, toute l'équipe qui s'occupe de ça, hein, là, on va porter des messages pour des gens qui ne sont pas là. Il faut quand même qu'on le sache, puisque c'est un travail collaboratif. On serait nombreux. Voilà, tout le monde a travaillé. Donc, c'est pas parce que je suis le président que j'ai l'absolu détail. Et en plus, Nebochat n'est pas là, alors que pour le coup, c'est lui qui aurait dû répondre sur ce point-là. On le sent, hein, à la lecture, que c'est vraiment quelque chose de très collaboratif qui vient de plein de personnes. Et ouais, c'est un côté très riche, du coup. Ben c'est ça, c'est-à-dire que le président que je suis aurait pensé que, comme la fois d'avant, on aurait eu une quarantaine de propositions ou de positions, et on s'est retrouvé avec 130. Il a fallu ramener... on voulait revenir vers 100, on n'y est pas arrivé. Donc, ouais, bon. 116. Par contre, sur la transmission d'entreprise, on peut quand même dire quelques éléments sans se tromper, parce que dans les débats que l'on a, on le voit soit dans la commission dédiée à ce sujet, soit au conseil d'administration, on échange partout. Beaucoup de choses ont été faites. La loi Pacte, notamment, a été une bonne loi, et on a en France des systèmes qui semblaient bons, mais on se rend compte que certains n'ont pas réussi à amener ce que l'on attendait. Donc l'idée, c'est de continuer à simplifier, c'est d'avoir des avantages. C'est peut-être... Alors, un des éléments, par exemple, dans les 116, qui est identifié par l'équipe qui se penche sur la transmission d'entreprise, ils identifient un point qu'on n'avait pas vu arriver, mais qui est de dire, quand vous avez la reprise d'une entreprise par quelqu'un d'autre,
il faudrait qu'il y ait une sorte de phase de test et d'apprentissage. Parce que quand quelqu'un veut racheter l'entreprise, par exemple, il ne la connaît pas vraiment. Il peut faire toutes les analyses et les due deals qu'il veut. Il va avoir là un problème. Peut-être que quand il va se mettre dedans, ça ne va pas lui aller. Et il y a un risque. Et il y a des gens qui ne veulent pas prendre ce risque. Je ne suis donc pas sur les grands acheteurs institutionnels qui achètent, ont fusionné. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que même quand on est un CGP, on peut entendre ce genre d'histoire. Donc là, il y a un certain nombre de choses qui sont proposées, notamment le fait de pouvoir avoir, par exemple, une sorte d'option. Plutôt que d'acheter les titres tout de suite, on prend une option, on vient s'essayer en tant que dirigeant de l'entreprise et arrivé à une échéance, on voit si ça marche ou pas, on lève l'option, on achète ou on n'achète pas, on se retire, non, pardon, mais ça je ne sais pas gérer. Et il y a un certain nombre de propositions qui sont faites là. Là, on n'est pas dans la position constat mais donc dans la proposition, il faut qu'on arrive à simplifier la transmission d'entreprise et qu'on permette aux gens de s'approprier les entreprises qu'ils veulent récupérer. De la même manière qu'on dit si ce sont des employés, il faut que vraiment on développe les logiques type parrainage et la facilité pour les équipes qui sont dans l'entreprise de pouvoir aussi la reprendre s'il n'y a pas d'héritier dirigeant certain du professionnel qui l'a dirigé avant. Et sinon, ça risque de se finir racheté par des instituts ou des gens qui ont rien à voir avec ça. Alors pourquoi pas, c'est un mode, mais on n'est pas tout à fait dans la même logique. Et il y a certaines entreprises pour lesquelles ça n'ira pas, ou en tout cas il y aura de la destruction. Alors autre sujet, je les ai pris dans l'ordre des 116. Là, on va parler plus de votre profession. Il y a deux constats. Un sur, on entend encore parler de la remise en cause des commissions et des rétrocessions. Il y a aussi tout le questionnement sur le plafonnement de certains honoraires. Je pense notamment à tout ce qui est conseil en défiscalisation. Alors, Sébastien, où on en est et qu'est-ce que vous préconisez? Quelle est votre position sur ces sujets-là? Alors, moi, je vais plus m'orienter sur la partie immobilière, en effet. Alors, l'Anacofi a été moteur avec d'autres confrères. Il y a maintenant deux ou 3 ans, quand il y a eu des discussions sur le plafonnement des honoraires, entre autres sur la commercialisation de loi Pinel, nous avons émis une étude avec un cabinet d'économistes réputés. Donc, c'était une étude vraiment prise de haut, en regardant est-ce qu'il y avait un impact, quel serait cet impact, est-ce qu'il serait positif ou négatif. Et puis, on l'a remis, bien évidemment. Alors, on n'a pas vraiment été écouté, puisque ça a été fait, alors que l'étude montrait bien qu'il n'y aurait pas forcément une incidence sur les prix, puisque l'objectif premier, c'était de dire, on plafonne les honoraires, parce que tout simplement, les prix commencent à s'emballer. Enfin, ça fait des années que l'immobilier s'emballe. On le sait bien, tous les ans, ça augmente. Bon, maintenant, ça fait 2 ans que cette décision a été prise. On voit que les prix ont continué d'augmenter, alors que le plafond a été de facto présent. Ouais. Donc, on peut dire que, clairement, c'est pas en plafonnant que ça a une incidence sur les prix. En plus, c'est destructeur d'emplois. Il faut savoir que, forcément, s'il y a moins de production d'immobilier, on a toujours l'habitude de dire qu'un appartement construit, un lot construit en immobilier, c'est 3 personnes, 2,9 personnes présentes en emploi. Donc, si vous faites moins de construction, automatiquement, c'est une incidence sur le taux d'emploi en France. Donc, finalement, cette mesure nous paraissait déjà, à l'époque, pas vraiment efficace. Force est de constater qu'elle ne l'est pas, puisque les prix ont continué d'augmenter et que ça n'a pas une valeur non plus positive sur le taux d'employabilité dans le secteur. Sur les commissions ? Sur le reste, le modèle de rémunération dominant dans le monde de l'intermédiation et du conseil, et ça perturbe certains, parce que c'est vrai que philosophiquement, il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire. Philosophiquement, puisque nos métiers, c'est d'être les conseils ou les intermédiaires au service du client final, ça doit être le client final qui nous paye en honoraires, c'est la logique. Donc ça voudrait dire que nos prestations sont civiles et exclusivement civiles, et qu'elles sont attachées à un tarif horaire, c'est ça que ça voudrait dire. Sauf que si on facture le tarif horaire de nos prestations à la population ne veut pas la payer. Ça, c'est un premier constat. Alors qu'ils ne sont pas gênés par le fait que nous soyons rémunérés. Donc, le système des commissions, il est ce qu'il est, mais il permet de construire un schéma dans lequel on va diversifier une clientèle, accepter d'être peu payé sur certains
et plus payés sur d'autres à certains moments. Ils ont peut-être fait partie de ceux qui nous ont sous-payés au départ. Et on peut construire des modèles dans la durée. Par ailleurs, on voit que quand on a retiré ce type de système, on peut dire tout ce que l'on veut philosophiquement. Dans les pays où on a retiré ce système et on a dit tout le monde bascule à l'honoraire, on a ce qu'on appelle les advice gaps. Ces advice gaps, ça signifie, pour être assez concret, que dans l'un des pays en question, les gens qui ont moins de 100 000 euros à placer en non-immobilier, en financier, ne sont plus conseillés. Dans un autre, c'est 500 000 euros. Or, je vous rappelle qu'un Européen a environ entre 220 et 250 000 euros de patrimoine total net foyer. Donc ça signifie en gros que la population d'un pays n'est plus conseillée, sauf les très riches. Et ça, on sait. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est que la France n'est pas un pays de commission, c'est un pays de modèle mixte. C'est-à-dire qu'il appartient aux professionnels et à ses clients de décider quel est le système, et la loi nous permet, le système par lequel le professionnel sera rémunéré. On nous présente souvent comme on est le pays des commissions. C'est pas vrai. On est le pays des modèles mixtes. Et nous, ce que l'on dit, c'est que tout modèle qui est pur, dans un cas ou dans l'autre, est dangereux. Et le plus dangereux, c'est celui où on dit tout le monde bascule à l'honoraire. Et tous les constats que l'on fait, toutes les études le disent. C'est-à-dire que tous ceux qui, par ailleurs, combattent ça en disant qu'il faut basculer à l'honoraire, notamment, quand vous regardez leurs études, ils se focalisent sur un cas qui n'existe pas, qui est le cas, en tout cas pas chez nous, qui est le cas, un conseil pour un produit, un investissement précis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un CGP français, quand il conseille son client, il le conseille sur 3 fois plus d'actifs qu'il n'en aura intermédiaire seulement sur la partie financière. C'est-à-dire que si on remet son patrimoine immobilier par les commissions, il est payé sur à peu près 1/10 de ce qu'il conseille globalement. Si vous basculez sur un modèle à l'honoraire, alors il sera payé sur l'intégralité pour pouvoir produire la même prestation. Et ça, les clients diront non. Voilà, c'est très simple. Ils disent c'est non, ça ne les intéresse pas. Et puis, dans aucun pays, ça n'a fonctionné quand on a basculé comme ça. Voilà. Donc nous, on dit soyons rationnels, foutez-nous la paix. Pardon, mais foutez-nous la paix. On a des entreprises qui marchent. On est leader en Europe dans nos domaines. Il y a très très peu d'incidents rapportés au volume qui est fait. Et il est où le problème? Et puis s'il y avait un problème, on aurait des actions en justice sur nos rémunérations. On en aurait devant les médiateurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a 1, 2, 3, 4 par an sur 3,5 millions de foyers qui viennent vers nos métiers. Je suis désolé, mais c'est moins que de fusées qui explosent quand on les lance toutes sur ces trucs géniaux, extraordinaires et de pointe. Eh ben, je suis désolé, ils se plantent plus que nous, on ne fait de dégâts sur les rémunérations, entendons-nous bien. On peut être attaqué sur d'autres sujets, ceci dit. On en a finalement très très peu par rapport aux autres corps de métier. Donc en plus, la qualité semble là. Mais sur les rémunérations, c'est même pas... C'est le doigt d'une main le nombre de dossiers qui vont en contentieux autour de ces sujets-là par an, quoi. Ça roule, donc laissez-nous tranquilles. C'est un moment, foutez-nous la paix. Pardon, mais occupez-vous d'autre chose, occupez-vous de mes ventes, occupez-vous d'usurpation, occupez-vous de ce que vous voulez. Mais... Occupez-vous peut-être de certaines banques. C'est un autre sujet qu'on a évoqué à plusieurs reprises, qui ont, semble-t-il, déclaré la guerre aux courtiers en financement. Alors justement, est-ce que les pouvoirs publics doivent prendre position et intervenir ? Alors, il y a deux domaines, et après je laisserai la main à Sébastien sur l'effet que ça peut avoir en immobilier, mais on imagine bien. Il y a un premier point qui est, on a créé des professions pour accompagner le client final, payé sur honoraire ou commission, on y revient, mais pour accompagner le client final, pour que ça se passe bien pour lui. Et quand, au jour d'aujourd'hui, les banques rejettent même le fait de discuter avec un client s'il vient accompagner... de ce professionnel qui a été créé pour l'intérêt du citoyen. Ça pose un vrai problème. Après, et là, on dit, là, oui, les pouvoirs publics doivent s'en mêler parce que c'est eux qui ont créé nos métiers et qui les ont voulus. Et qui les ont voulus il y a maintenant 10 ans, alors qu'avant, on avait autre chose, pour qu'on puisse avoir cette mission. Donc, il n'est pas tolérable qu'on dise « Non, je ne regarderai pas ce dossier parce que vous êtes accompagné d'eux » ou « Non, monsieur, madame, le courtier qui avait un mandat pour faire à la place parce qu'il ne sait pas comment faire et il ne sait pas choisir et dire si ce sera bien ou mal, ce monsieur ou cette dame, ce client ou cette entreprise. » Ça, c'est pas tolérable et théoriquement, légalement, c'est pas possible. En revanche, il y a un deuxième sujet, il est effectivement plus compliqué à résoudre, c'est qu'à partir de ce moment-là, une banque n'est pas obligée de signer une convention avec le courtier. Ça, c'est vrai. Alors, c'est un gros problème parce que ça facilite pas la capacité à pouvoir amener un crédit.
parce que c'est essentiellement de ça dont on parle, à un client. Mais là, il se trouve que c'est une relation commerciale pour, en effet, un professionnel qui, lui, est juridiquement attaché au client final. Et là, pour le coup, la loi ne permet pas d'obliger une banque, et un gouvernement ou un ministre spécifiquement aurait du mal à s'en mêler, parce qu'en effet, c'est un problème commercial. Donc là, c'est un échange qui doit avoir lieu entre les banques et l'univers des intermédiaires conseils pour qu'on trouve un modus vivendi qui soit correct, parce qu'eux sont en même temps en train de fermer des agences, donc le terrain à la proximité n'y sera plus, alors que nous, on est là. Et on n'est pas déraisonnablement nombreux en plus, donc c'est vraiment idiot. Vous discutez sur ce... On essaye de discuter, il faut être très très clair. Aujourd'hui, la discussion est extrêmement compliquée, pour pas dire pas très très loin du point mort, alors qu'on avait avant des relations qui me paraissaient plus saines avec les représentants du monde bancaire. Voilà. Ceci dit, on essaye de faire un minimum de bruit pour appeler un peu à réengager des discussions normales. Mais déjà, si on pouvait faire en sorte qu'on n'ait plus ce rejet automatique de l'accompagnant du particulier ou de l'entreprise, ce serait déjà bien, parce que ça, par contre, c'est pas légal. Et ça a des effets mécaniques sur le financement de l'immobilier. Effectivement, d'abord, il faut quand même pas oublier, c'est que les Français aiment passer par un intermédiaire type courtier en crédit. Ils le disent chaque année, et ils trouvent ça beaucoup plus, sécurisant. Plus sécurisant, parce qu'ils vont voir un petit peu ce qu'il y a sur le marché, et ça leur permet, à un seul endroit, le courtier étant un professionnel, d'être accompagné et puis de pouvoir faire un petit peu son marché, plutôt que même aller voir toutes les banques, et puis on va voir une banque. Alors, on va toujours voir ça. Quand on est acheteur, on va forcément toujours voir sa banque, ce qui est tout à fait normal, c'est le réflexe. Mais on a toujours cette idée que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc on a toujours cette idée d'aller voir une deuxième banque ou une troisième banque. Mais à un moment donné, on n'a pas forcément le temps. Et puis comparer, on n'est pas forcément professionnel. On va parler d'éducation financière peut-être à un moment donné, mais c'est le cas aussi. Les Français n'ont peut-être pas toute cette éducation financière qui va leur permettre d'aller vraiment comparer. Donc le professionnel courtier est là pour ça. Et puis oui, il y a une incidence assez conséquente, puisque comme par hasard, les dossiers amenés par les professionnels extérieurs, courtiers, mettent un petit peu plus de temps pour être traités, voire carrément bloqués. Et puis quand on arrive, comme en fin d'année 2021, sur le dernier trimestre, où les banques certaines ont atteint leurs objectifs de production, on se dit « Oh là, c'est bon, c'est pas la peine ». On ne l'écrit pas, bien évidemment, mais comme par hasard, les dossiers ne sortent plus. Ouais. Moi, je connais certains professionnels qui ont plusieurs dizaines de ventes bloquées, de ventes immobilières bloquées pour le financement. Alors peut-être que certains, parce que le dossier est un peu touchy, c'est un peu compliqué, etc., soit, mais d'autres, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été étudiés. Et puis il y a le HCSF, le Haut Conseil de sécurité financière, qui a remis une couche encore sur l'agrément, enfin pas l'agrément, mais l'obtention des crédits. C'est beaucoup plus dur maintenant. Et puis surtout, si on parle d'investissement, immobilier, les investisseurs immobiliers sont à l'heure actuelle quelque part les grands perdants des mesures du HCSF. C'est de l'immobilier non fait. Un autre sujet principal là-dessus, c'est que derrière, c'est de l'immobilier non fait. Alors c'est du chiffre d'affaires en moins pour nos entreprises, c'est une chose, mais c'est aussi de l'immobilier tout simplement non fait. Quand on dit qu'il manque du logement et qu'il faut adapter les logements, si on a du mal, parce que la sphère des intermédiaires n'aide pas à produire ce volume de crédit, c'est très concrètement de l'immobilier non vendu, comme le disait Sébastien, mais donc, si non vendu, on ne va pas en construire autant derrière, etc. Enfin, c'est toute une boucle qui commence à coincer. Qui est grippée, en fait. Tout est grippé. Ça me passe le relais, puisque c'est une autre aussi question que vous abordez sur l'insuffisance du stock immobilier, de logements, qui expliquerait en partie au moins la flambée des prix. Quelle solution, là, vous préconisez ? Alors là, il y en a pléthore, puisque nous-mêmes, au sein de l'Anacofi Immobilier, nous avons donc eu plusieurs réunions, bien évidemment, d'une commission, dans laquelle il n'y avait pas que des élus. Nous avons interrogé aussi des personnes professionnelles sur le terrain, à savoir un cabinet d'économistes, là aussi indépendant, et puis même une association de consommateurs, de propriétaires, d'investisseurs, en fait, parce que nous, on a besoin d'avoir aussi des retours extérieurs. On a un autre point de vue, bien évidemment, mais on voulait quelque chose de plus global. Or, il s'avère que l'immobilier,
on connaît bien la partie zone tendue, tout le monde veut aller habiter dans tel endroit, donc forcément les prix augmentent parce que c'est toujours une question d'offre, hein, c'est la loi de l'offre et de la demande, hein, classique, hein, moins d'offres, la demande étant exponentielle, et ben automatiquement les prix augmentent. Et c'est bien dommage parce qu'il faut le voir de manière plus globale. Nous, on parle pas que de stock d'immobilier neuf, on parle aussi de stock d'immobilier ancien. Il faut voir les flux dans l'ancien. Il faut aller sur la rénovation, effectivement. Alors, il y a plein de nouvelles lois qui sont sorties, liées à la loi climat, mais même précédemment, il y avait la loi de Normandie. Il faut redynamiser tout ça, mais pas que les centres-villes. Et puis, on estime que ce n'est pas que certaines villes, ce n'est pas qu'un certain nombre de villes, 230, 240, 245. Non, en fait, il faudrait que cette loi, par exemple la loi de Normandie, soit ouverte à l'ensemble des communes de France, et puis surtout qu'il y ait, dans une démarche beaucoup plus globale, prévoir l'aménagement du territoire, mais au niveau local, et inclure les maires, les municipalités, pour qu'il y ait peut-être des nouvelles usines qui s'installent, ou des bureaux, mais pas qu'à Paris, on va dire, ou dans les grandes métropoles, ailleurs, et puis qu'il y ait les modes de transport pour y accéder aussi, parce que si on fait des choses et qu'on ne prévoit pas les transports ou comment y accéder, derrière, c'est problématique. Donc en fait, nous militons plutôt, enfin militons c'est un bien grand mot, mais nous portons des idées de arrêtons de nous focaliser sur les zones tendues, allons voir un petit peu ailleurs. Le territoire français est suffisamment large et riche, une grande richesse de personnes et même d'énergie, et allons nous préoccuper de cela. Et peut-être que du coup, il y aurait moins de monde sur les zones tendues et que on pourrait avoir un nouvel équilibre, on va dire, sain sur les stocks, mais d'anciens et de neuf, bien évidemment. Mais il ne faut pas faire que du neuf. Il faut faire de l'ancien. Il faut faire de l'ancien rénové, il faut le faire réhabiliter. On va avoir des soucis aussi à un moment donné. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de personnes, d'artisans capables de rénover aussi à un moment donné tous les appartements ou toutes les maisons qui ont une déperdition d'énergie, parce qu'il va falloir le faire très rapidement. Et bon, à un moment donné, c'est quand même, ça reste, c'est de l'artisanat, quoi. Enfin, c'est des maîtres d'œuvre, c'est des gens qui bossent au quotidien. On va parler maintenant transmission. Alors, c'est logique, hein, campagne électorale, on parle beaucoup des inégalités de patrimoine. Du coup, forcément, la question se pose de est-ce qu'il faut durcir la fiscalité des transmissions à titre gratuit. Est-ce que c'est pas être un peu à contre-courant que de prôner l'augmentation des abattements réservés aux donations ? C'est pas exactement ça qu'on dit. D'abord, on avait été porteur de cette transmission intergénérationnelle de 100 000 pour achat d'entreprise qui a fini par basculer aussi sur l'immobilier. C'est nous qui avions les premiers mis cette idée qui maintenant ensuite est rentrée dans une loi, mais n'a pas été fait exactement comme on l'avait proposé. Donc on maintient. C'est-à-dire qu'on pense en effet que on peut avoir une transmission pour création d'entreprise, y compris d'argent, pour faciliter le fait de le faire. Là, c'est un réflexe de CGP couplé dans une association où on a aussi les conseils en finance d'entreprise. On sait que dans le temps, nos parents mouraient plus jeunes et l'argent arrivait plus tôt. Et il arrivait dans une phase de la vie d'un humain qui est la phase où on peut être créateur. Après, c'est trop tard. Après, on achètera la maison de famille pour quand on sera vieux, mais on est déjà vieux, en espérant que les enfants y viendront et on les verra un week-end sur 12. D'accord ? Et on se fera plaisir. Et c'est bien pour l'immobilier, mais il y a une phase. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec le rallongement de la durée de la vie, c'est qu'on s'est décalé de cette phase. Donc, il faut pouvoir réinjecter intergénérationnel, ou plutôt de donner une incitation à ce qu'une partie de cet argent revienne dans une tranche où les gens auront le choix. C'est-à-dire c'est le même moment où vos enfants commencent à être grands. Vous avez des envies perso, patrimoniales, et puis si vous êtes créateur d'entreprise, c'est le moment où vous le ferez efficacement. Donc, remigration de ces capitaux à ce moment-là, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pas une augmentation non plus, c'est de dire fractionner par 5 ans. Au lieu de faire du 10, du 15 ans avec les abattements, revenez sur des abattements qui sont humainement entendables. Et là, petit message aux politiques, nos politiques, maintenant, ils raisonnent à 5 ans, quinquennat. Faut pas être très malin pour le comprendre.
Donc le problème d'un président en France aujourd'hui, quel qu'il soit, ou d'un gouvernement, il arrive au pouvoir, il prend une mesure, il a 2 ans pour regarder si elle fonctionne, même s'il a lancé une mesure dont l'efficacité est potentiellement à 30 ans. Si on parle succession, il bouge quelque chose, on saura s'il a raison dans 10 ou dans 15 ans. Pardon, mais c'est complètement con. Voilà, il y a un moment où vous ne... Enfin, ça veut dire que le suivant a des chances de démonter le truc. Je sais pas, ça marche. Bon, nous on dit à un moment, oui, mais en plus pour un humain raisonné à 10 ou 15 ans, on sait très bien qu'ils ont du mal à se projeter. Revenez sur des montants peut-être plus faibles, mis en proportion, mais sur des durées qui sont perceptibles, compréhensibles par tout le monde, y compris par les politiques qui le décideraient. Ça leur laisse une vraie chance de pouvoir faire un point avant que leur mandat soit terminé et de voir type, voilà, si dans les 2 ans vous donnez tel montant, vous serez... Nous, ce qu'on propose, c'est 5 ans, parce qu'après, il faut être raisonnable. C'est-à-dire que sinon, c'est une donation tous les ans avec de tout petits montants. Or, il faut quand même qu'on garde des montants qui ont un peu d'impact. Donc, déjà, 5 ans, c'est pas parfait, mais bon, après, c'est vrai que ça reviendrait à une donation annuelle. Il faudrait, et là, on n'est pas allé sur ce terrain-là. Mais donc, on ne demande pas spécialement que ce soit plus qu'aujourd'hui. Si vous regardez les 100 000 dont on parle en transmission intergénérationnelle pour entreprise, c'est ce qu'on a, sauf qu'on précise à quoi ça devrait ressembler. Et c'est pas exactement ce qui a été fait, c'est pas loin, mais c'est pas la même chose. Et le reste, c'est on reprend ce qui est aujourd'hui, simplement on divise par le nombre d'années, on raccourcit le nombre d'années, et c'est tout ce qu'on a fait. On n'a pas augmenté comme des fous ce qu'il fallait donner. Autre grand sujet de société, alors là, pas forcément récent, mais de ces dernières années, l'apparition d'autres statuts que le statut de salarié, alors, notamment avec l'avènement des grandes plateformes américaines. Il y a peu, on a vu certaines requalifications de certains de ces indépendants en salariés. Et dans, j'allais dire, votre manifeste, vous prenez vraiment la multiplicité des statuts d'exercice professionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors là aussi, il ne faut pas le comprendre comme on prône la multiplicité. On dit... ce pays fonctionne sur le tout CDI à la française. Or, en fait, ce tout CDI à la française, il a des effets. Et il induit une forme de société. Enfin, vous savez, on a tous des salariés qui disent faut le CDI, c'est le Saint Graal. Enfin, le problème, c'est qu'il y a aussi le sujet du salaire, de leur rémunération, et tout le monde ne s'intéresse qu'au CDI. Ensuite, on regarde un niveau de salaire, et ça induit tout un droit du travail. Mais en réalité, on est en train de nous expliquer depuis un moment, et là c'est plutôt le fait d'être moderne, que la génération Y et Z a envie de travailler comme en fait les indépendants travaillaient. Bon, et bien alors soyons logiques. Pourquoi voulez-vous qu'on leur donne un CDI alors qu'ils veulent bosser d'une manière qui correspond à celle des indépendants ? Là, on a le Covid, on est en télétravail. D'accord, mais dans la norme, parce que ça induit aussi une indépendance vis-à-vis du patron qui... Pour le coup, on s'est dit, il reste responsable de tout. Voilà. On ne sait plus ce qu'il fait. On a des salariés qui, aujourd'hui, parce que c'est télétravail, peuvent aller chercher leurs gamins de telle heure à telle heure, sauf que de telle heure à telle heure, ils sont censés bosser pour nous. S'ils ont un accident dans le schéma du CDI, c'est pour nous. Enfin, mettons les choses en cohérence, c'est tout ce qu'on dit. Et puis, on dit donc, jouons là-dessus, arrêtons de prôner le tout CDI si cette génération est moins intéressée, et si, par rapport à la mécanique des entreprises modernes, c'est peut-être plus parfaitement adapté, sans le supprimer. Et on va jusqu'à là, un terrain qui est celui de Sébastien, qui est... Et après tout, si des gens veulent être des indépendants, mais dans un schéma de salariés, il y a le portage. Et ouvrons le portage sur différents domaines. Et là, on est sur le terrain qui est un terrain cher à Sébastien. Oui, enfin, c'est le sujet aussi, quelque part, de la flex-sécurité, la flexibilité, mais la sécurité. Donc, en fait, les gens veulent le CDI parce que ça amène effectivement une sécurité. Entre autres, on parlait des banques tout à l'heure, parce que aller acheter un appartement ou une maison, si vous n'avez pas un CDI, c'est quand même très compliqué. Et il y a cette perception aussi qui est problématique. Si vous êtes chef d'entreprise, c'est minimum 3 bilans, et encore, enfin, je veux dire, ils vous demandent... Alors, si vous êtes auto-entrepreneur ou autre, là, c'est quasiment impossible. Donc, en fait, c'est tout un schéma global qu'il faut faire évoluer un petit peu, comme on parlait tout à l'heure de l'aménagement du territoire. Là, c'est pareil, là, c'est l'aménagement sociétal. Les jeunes, maintenant, s'ils n'ont plus envie d'aller travailler dès le lendemain, ils viennent plus. Et puis voilà, qu'ils aient un CDI ou pas. Donc, quelque part, ils ont envie d'avoir un boulot qui fasse du sens. Et d'ailleurs, même pas que les jeunes, de plus en plus. Et depuis le Covid, on le voit bien. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait certaines valeurs qui soient mises en avant. Et ce n'est pas forcément le CDI. C'est pas
finalement, c'est plus forcément ça, quoi. Faut arrêter de dire en France, il y a que des CDI et que des fonctionnaires. Non, il y a plein de gens qui sont créateurs de valeur et c'est de la création de plein de choses, enfin d'idées, c'est notre. Faut pas nous couper ça non plus. Là aussi, laissez-nous faire un petit peu. Alors malheureusement et heureusement, il existe un code du travail. C'est important de le respecter, mais le code du travail, il est. En fait, on rajoute des couches à chaque fois. C'est un millefeuille, c'est même plus un millefeuille, je sais plus combien, c'est 10 milliers de feuilles. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être un petit peu couper certaines choses dedans pour aller sur les choses effectivement plus simples, avec un choix. Et pourquoi pas, effectivement, allier des statuts mixtes, comme le portage salarial, où ça allie le meilleur de l'indépendant et le meilleur du salariat, mais ça peut être d'autres statuts, tout dépend. Et puis surtout, passer facilement d'un statut à un autre, parce que c'est ça aussi. Ouais. On est souvent mal vu si on passe trop souvent d'un truc, j'étais salarié avant, ensuite j'ai été indépendant, ensuite j'ai fait du portage. Non, en fait, c'est la vie logique, c'est l'évolution par rapport à des moments de vie, ou des moments d'envie aussi, voilà, il faut tout simplement être plus simple. Alors vous disiez... Vous voyez, quand on n'invente rien, on ne demande pas la multiplication des statuts, on dit il existe des choses, il faut s'en servir autrement et de façon adaptée à la société, et puisque nous représentons les entreprises, et aux entreprises d'aujourd'hui et leurs équipes. C'est assez différent parce que, attention, dans l'annonce, on pourrait croire qu'on lance plein de nouveaux... Non, ça existe. On prend ce qui existe et simplement on l'adapte et on s'adapte à ce qu'est devenu notre société et ce que sont devenues nos entreprises et nos employés d'aujourd'hui. Alors, Sébastien disait « laissez-nous créer », il pensait, je pense, très fort, notre entreprise. Alors justement, les créations d'entreprises l'année dernière, elles ont battu un nouveau record, mais vous estimez qu'on pourrait aller encore plus loin dans la simplification notamment des formalités? Oui, on pense qu'on peut faire encore plus simple. On est sur cette tendance, il faut quand même le reconnaître. Ça fait longtemps qu'en France... On disait en France, il faut des mois pour créer une entreprise. Ça n'est plus vrai. Bon. Si vous créez une entreprise assez simple, assez classique, c'est pas vrai aujourd'hui que c'est si long que ça et si compliqué que ça. Mais on pense qu'on peut aller encore plus loin. L'idée des registres uniques est bonne. Il faut la creuser jusqu'au bout. La création et les dépôts, notamment de documents et de résultats, il faudrait faire ça en une seule et unique fois par an. Pourquoi ? Mais parce que le chef d'entreprise qui crée sa petite boîte, il est tout seul ou ils sont deux, ce qui est la réalité de beaucoup d'entreprises. Peut-être trois, mais ça reste une micro-boîte. Le patron est producteur en même temps qu'il est l'administratif. Et quand il est tout seul, il est lui, son assistant, son comptable pour partie, et là-dedans, il doit produire. Bon, arrêtons de lui demander de faire des millions de déclarations. Donc, à la création, c'est pareil. Un truc simple, ok, on reste là-dessus, mais on vire tout ce que l'on peut retirer qui vient l'ennuyer au moment de cette création. Ceci dit, on a déjà fait d'énormes progrès en France. Et ensuite, dès qu'il a créé sa boîte, on lui permet de faire une déclaration par an et toutes les administrations viennent piocher dessus, point. Il y a un moment où il se concentre avec ses conseillers, experts comptables, ses conseillers financiers, ce qui est tac, il livre son truc et les administrations viennent à la date où ils en ont besoin piocher dessus et c'est terminé. La création et la gestion administrative, c'est fini, il peut passer le reste de l'année à la production. Voilà, on est là-dessus, on est sur aussi l'idée d'avoir des pools d'accompagnement. Des vrais pools. Alors, certains me disent oui, mais il y a déjà les CCI. Oui, il y a déjà des choses. Simplement, l'institutionnalisation de certains pools n'est pas vraiment telle qu'elle devrait être, et il n'y a pas tous les métiers du conseil. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc là, on est sur du réglage, en fait. Sur la partie création, on est sur du réglage. On ne dit pas que la tendance, elle n'est pas bonne. On dit il y a encore des choses possibles. Et par contre, il y a le après. Une fois qu'elle est créée, il faut que ça reste simple tout de suite. Surtout les premières années. Attention à ce chiffre quand même d'1 million d'entreprises créées cette année, parce qu'il y a eu beaucoup d'auto-entreprises. L'auto-entrepreneuriat a pris beaucoup d'essor, entre autres pour les plateformes dont vous parliez tout à l'heure, avec les risques de requalification. Et bizarrement, c'est pas en France qu'il y a eu il n'y a pas eu de requalification en France à l'heure actuelle. Je connais bien le sujet, parce que c'est un sujet qui m'importe beaucoup. Il y a eu beaucoup sur les plateformes type Uber et compagnie dans les pays européens.
même aux États-Unis. Mais beaucoup de personnes créent leur auto-entreprise tout simplement pour faire un travail à côté ou faire alors, à la base, c'était pour un complément et pour éviter le travail au noir. Finalement, je suis pas sûr que ça l'évite tant que ça. Ça, c'est un autre sujet. Mais puis surtout, certains passent en auto-entrepreneur par défaut aussi. On peut parler d'immobilier. Par exemple, toutes les plateformes immobilières de réseau de mandataires immobilières imposent le statut d'auto-entrepreneur à l'heure actuelle. Alors qu'il pourrait très bien ça pourrait être intéressant qu'il y ait le portage salarial qui pourrait être un tiers statut. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Parce que l'auto-entreprise n'est pas forcément la panacée non plus. Alors ça coûte pas très cher effectivement, mais ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de droits non plus. Donc quelque part, est-ce qu'on va pas aller sur un système création d'entreprise, soit, mais ubérisation ou paupérisation finalement de ces entrepreneurs et qui vont peut-être à terme se retrouver, qui pourraient peut-être pour certains se retrouver en difficulté. On l'a bien vu en 2020 quand il y a eu le chômage partiel pour les salariés. Il y a eu des aides pour les entrepreneurs, mais il y a toute une frange de population qui n'ont pas bénéficié de ces aides au début. Ça a été fait après, mais en tout cas au début, n'ont pas eu ces aides, et entre autres les entrepreneurs. Alors qu'effectivement, un salarié, même salarié porté, pouvait avoir du chômage partiel, et un entrepreneur pouvait avoir des aides ponctuelles selon les difficultés qu'il rencontrait. Et là, il y avait... Donc c'est pour ça, il faut faire attention à ce chiffre qui est finalement... c'est bien, mais sur 1 million, on parle quand même, a priori, je crois, un gros tiers, voire plus, peut-être même 2 tiers d'auto-entrepreneurs. Donc c'est quand même... voilà. Justement là-dessus, dans nos points facilités, l'une des idées, c'est permettre à ceux qui sont rentrés dans ce genre de schéma de pouvoir passer en forme sociétaire de façon simple. C'est là qu'on n'a pas le temps, mais on creuse l'idée de sorte de kit qui puissent basculer et de durée pendant lesquelles ils peuvent rester sous forme de statut. Mais après se pose une question, la concurrence par rapport aux sociétés qui ont toute la lourdeur. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il faut simplifier, il faut diminuer la charge. Il faut que ce type d'entreprise-là puisse basculer, alors que ce soit dans le salariat, le portage, ou tout simplement rester dans l'entrepreneuriat, mais en basculant d'une façon qui ne leur paraît pas trop brutale, mais qui du coup coupe cette attaque qu'on a de la part des patrons de sociétés dans leur fédération qui disent « Non mais attendez, parfois c'est de la concurrence déloyale. » Il faut que tout ça puisse glisser tranquillement et que les points de fracture, voire d'affrontement, disparaissent. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure, la crise du Covid a fait émerger un besoin de sens. Elle a fait aussi émerger un besoin de relocalisation, de réindustrialisation. Des mots, ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on peut y croire? Ce sera plus compliqué qu'on ne l'a dit au départ. Les effets d'annonce, et puis après, il y a le concret. Toujours en France, quelque part. Non, mais parce que c'est facile de dire qu'on veut relocaliser, il le faut. Ce qui est clair, c'est qu'on a pris conscience qu'on était une nation désindustrialisée, et on a pris conscience, enfin, que cette idée d'une société de services qui exporterait ses services et qui en vivrait en ayant son exportation par les services était fausse. Vous pouvez le faire, mais il faut un grand marché. Et ce grand marché, nous ne l'avons pas. Nous sommes la France, nous avons 2-3% du PIB pour 1% de la population, très super. Mais tout ce que l'on fait là, c'est vivre de notre PIB et de notre consommation. Et c'est tout. Et on n'arrivera pas à exporter assez de services pour faire rentrer, donc voilà, sans faire du colbertisme, il y a un premier problème. Le deuxième problème, c'est que dans les pays où il y a du service puissant, il y a des gens à conseiller. Il y a des entreprises sur lesquelles livrer le service. Et ça, se désindustrialiser au-delà d'une certaine limite, que je ne sais pas forcément déterminer, eh bien, on a perdu ce socle acheteur. Voilà. Et enfin, là, on l'a vu concrètement. On parle de la France, là, où on s'est rendu compte qu'on ne savait pas faire des masques. Mais il y a des pays où, quand on lit la presse de ces autres pays, on découvre que certains ont découvert qu'ils n'étaient même pas foutus d'alimenter leurs magasins avec des aliments de base. Et ils ont découvert, eux, que c'était l'agriculture qu'ils n'avaient plus et qui allait leur permettre de pouvoir avoir des pâtes ou autre. Non, on n'a pas eu de rupture. Donc, on s'est tous rendu compte, je crois, dans le monde entier, qu'il y avait des industries qui, à être délocalisées à outrance, manquaient maintenant sur le territoire. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, comment on relocalise? On voit qu'on a
une tendance à le faire dans certains domaines. Est-ce qu'on sera capable de le réussir jusqu'au bout et jusqu'aux ambitions gouvernementales, voire de d'autres partis qui rêvent d'être au gouvernement? Je ne le sais pas. Ce que l'on sait, c'est que oui, il faut certainement aider. Et puis, il y a un moment, alors ça, c'est un grand combat que nous menons, le droit européen, pour moi, est aberrant. Enfin, pour nous, d'ailleurs, collectivement, est aberrant. Le droit européen disait avant la crise qu'on ne pouvait soutenir que des entreprises dites innovantes et pas autre chose. Non, mais alors, du coup, on n'a pas de masque. Non, mais ils sont bien gentils, mais il y a un moment où, à ne pas pouvoir soutenir des industries vitales, on n'a pas de masque, on se rend compte qu'on ne sait plus faire des boulons. Bah oui, la plupart des vis et autres venaient d'Italie, donc on s'est rendu compte que pour fabriquer nos machines, dont on avait besoin, nos respirateurs et autres choses dans le genre, et quand tu n'as plus de vis, comment tu fais là où il faut visser? Voilà, et ben t'en as pas. Bon, etc., etc. Non, il faut réfléchir à ça. Est-ce que ça passe par des aides? Est-ce que ça passe par le fait d'aller faire des campagnes pour draguer les entreprises et les faire revenir? Est-ce que nos ETI à l'allemande, qui sont un peu paternalistes parce que encore entre les mains de propriétaires patrons, c'est la solution? C'est une partie de la réponse allemande aussi. Et c'est aussi une partie de ce que nous disons. Si vous voulez des entreprises solides, il faut des entreprises solides et qui ont envie de rester. Enfin, c'est un tout qu'on a démonté. Il faut le remonter. Si on remonte tout ça, oui, on rapatriera des entreprises. Après, attention, il ne faut pas rapatrier des entreprises qui restent la pleine propriété d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'ils rapatrieront le pognon chez eux et qu'un jour, votre entreprise, ils la fermeront. La question est juste quand. Et puis, il faut penser à l'aménagement du territoire. Parce qu'on ne peut pas relocaliser s'il n'y a pas de moyen de l'installer, l'entreprise. Je pense que le gouvernement en place dans ce genre de jeu-là, c'est du réglage fin. C'est possible. Est-ce qu'on atteindra les ambitions? C'est pas sûr. Mais c'est plein d'équilibres à rétablir qu'on n'a pas. Le commissariat au plan, au CRE, c'est un peu théoriquement sa fonction, ce truc-là. Je ne l'ai pas entendu depuis des siècles, moi, personnellement. Si, bah non, on l'a recréé, ils l'ont recréé. Oui, mais je sais, il faut savoir ce qu'il faut faire. J'ai pas vu de choses sortir pour l'instant. Bon, ça nous renvoie vers de vieilles époques, mais puisqu'on se rend compte que les époques récentes ont planté. Tout ça est passionnant, le temps tourne, oui. On est à 3/4 d'heure, il nous reste 10 prises de position à commenter. Ce que je vous propose, c'est on essaie de sprinter un peu, même s'il reste des belles questions. Notamment les investissements responsables qui déferlent. Est-ce que les labels sont assez lisibles? Est-ce qu'ils sont assez durs finalement? Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça? Travail pas fini, mais en cours. Oui, je pense qu'on ne s'en sortira pas sans label. Le rêve de pouvoir avoir des choses très fines va être compliqué. Donc, label, décision européenne avec des critères qui soient bien maîtrisés, ça, on en a besoin. C'est en cours, mais on verra comment ça atterrit. En France, on a beaucoup de labels, mais on a décidé de mettre le paquet sur l'ISR en finance. Je pense qu'il n'y a pas de solution à part les labels. On ne saura pas faire autrement. Donc, c'est pas encore parfait, mais c'est en chemin et il faut aller très vite. Et puis, sur l'immobilier, Sébastien, c'était un mot à rajouter. Sur l'immobilier, de sprinter. Les labels changent régulièrement, donc ça, c'est un petit peu un souci. On annonce bien qu'on ait un peu de stabilité, quoi. Enfin, je veux dire, on annonce même parfois, mais de toute façon, ils vont changer. Oui, c'est ça, en fait. Par contre, il faut voir qu'en tout cas, sur le secteur... Alors, il y a deux choses. Sur le secteur du neuf, certains promoteurs, pour aller vite, ont compris le fait de passer le cap au niveau... green, on va dire, vert, et travaille sur compensation de l'artificialisation des sols ou bien recyclage de béton. Enfin voilà, ça c'est sur le neuf. Sur l'ancien, on a un souci, c'est sur l'expertise, sur l'ancien existant. L'expert, il vient et puis il vous demande tout simplement quelles sont les factures, enfin quels sont les travaux que vous avez faits, et puis sur présentation de factures. Par contre, si vous-même, vous avez travaillé, vous avez changé vos propres fenêtres parce que vous êtes un peu bricoleur, contrairement à d'autres, enfin, contrairement à moi, mais voilà, et que vous l'avez fait, il va pas valider le fait que vous l'ayez fait, parce qu'il n'y aura pas la facture. Alors, c'est un peu aberrant, et donc là aussi, il y a des choses, il va y avoir des choses à un petit peu à contraindre, à corriger, à faire en sorte qu'on y arrive, parce que sinon, ça va encore être des demi-mesures, et à fait des demi-mesures, on n'avance pas finalement. Et du gâchis, parce qu'il faut peut-être démonter quelque chose qui a été bien fait pour pouvoir avoir une facture derrière. Bref, c'est ce genre de choses qu'on veut combattre. Vous faites passer un message au pouvoir public en leur disant « s'il vous plaît,
n'augmentez pas les impôts. Alors, est-ce que c'est une crainte que vous avez pour réserver notamment les déficits ? C'est une position qui est liée au fait qu'il faut de la stabilité fiscale, on le sait quand même, hein, et c'est pas le moment d'augmenter les impôts. Ceci dit, on sait que ça devra forcément arriver, il y a un moment où il va falloir payer. Donc on dit simplement, au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément le moment de le faire, on est parfaitement conscient qu'il faudra le faire à un moment et qu'il faudra le faire de façon intelligente. Donc ça, c'est une position qui est très conjoncturelle. Voilà, c'est une position conjoncturelle. S'il vous plaît, pas maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire. À un moment, il faut payer. Une autre prise de position que j'ai beaucoup aimée, moi j'ai appris quelque chose. Vous dites finalement on se focalise beaucoup sur les licornes et on oublie les bisons. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grosse bête ? Alors les bisons, c'est un terme qui a été amené par un de nos administrateurs dans le débat et qui paraissait assez clair et que je crois d'ailleurs j'avais lu ensuite quelque part. Mais ça va bien avec ce que l'on veut dire. On parlait tout à l'heure de la création d'ETI, d'entreprises solides, stables, et d'arrêter de ne financer que ce qui est beau. Non. Une économie, ça se fait avec l'intégralité de ce qui est nécessaire comme production sur un territoire, et à l'intérieur de ça, nous avons l'avantage d'avoir des entreprises solides et qui ont besoin d'une croissance. Donc on ne dit pas d'arrêter de financer les licornes, on a besoin d'entreprises qui vont vite, les startups, mais rappelez-vous la bulle Internet, où en est-on ? Voilà, hein, cette bulle Internet d'il y a quelques années, certains... Donc au jour d'aujourd'hui, ça semble être un phénomène plus important, ces licornes sont dans différents domaines, mais clairement, il faut cesser de dire qu'on veut que ça. Ou alors on ne peut pas dire en même temps, je veux avoir un modèle à l'allemande avec des entreprises solides qui sont là dans la durée et soutenues par un Mittelstand, ce que nous n'avons plus, et les regarder avec des yeux envieux. C'est pas possible. D'ailleurs, même dans leur approche des entreprises tech, c'est pas la même. Nous, on finance une entreprise qui a un produit, une licence. Eux, ils financent des entreprises souvent qui en ont plusieurs, voire qui sont des émanations ou pas dire spin-off ou autre, de structures qui sont de moyenne taille, mais qui déjà sont solides. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit, c'est intéressez-vous aussi à ces bisons, à ces trucs qui occupent le territoire, qui assurent une croissance, un emploi, et un chiffre d'affaires et des impôts de façon assez stable. Et c'est pas parce que c'est un vieux business que c'est un business qui doit mourir. Cette idée n'a pas de sens. Transformons les PME actuelles en entreprises intermédiaires, taille intermédiaire. On a un vivier sur plein de domaines, dans plein de domaines d'activité en France. Allons là-dessus. Les licornes, à l'heure actuelle, sur toutes les licornes françaises, alors, bravo, a priori, il n'y en a qu'une qui produit en France. Donc le reste, alors il y a beaucoup de choses dans la tech, etc. Donc c'est intangible, mais à un moment donné, c'est bien beau. Alors, Startup Nation, oui, mais PME Nation aussi. Oui, puis nos métiers, ce sont des bisons. C'est-à-dire que, mais nos métiers, ce sont des bisons qui sont techisés. Bison Nation. Qui se sont techisés. C'est-à-dire, on aime pas être des bisons. Mais non, mais nos jobs, nos entreprises, c'est ça. Il y a donc des entreprises qui sont ultra tech. Il y en a d'autres qui ont intégré ça. Et bien donc, avec cette stabilité et ce chiffre d'affaires, on a pu se moderniser. Donc ça ne veut pas dire qu'on reste gravé dans l'ancien temps, au 19e. Hein. Voilà. Donc ça n'a aucun sens. Simplement, une entreprise, ces bisons-là, peuvent très bien se payer leur évolution. Et peut-être que 10 ans après, elles n'ont plus du tout le même modèle. Mais elles sont là et elles connaissent leur truc. Voilà ce qu'on veut dire par là. Autre prise de position, il faut aller plus loin en matière d'épargne retraite en entreprise. Oui, il faut continuer à creuser le sillon, ça paraît clair. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On en connaît tous les bienfaits, l'investissement long. Donc, une partie qui peut financer les entreprises, un peu plus de prise de risque, en même temps qui permet aux gens de préparer. On sait que les gens, quand ils anticipent leur retraite, se trompent de 40% du budget par rapport au budget dont ils auront besoin. Et ils le minorent de 40%, donc ça fait jamais de mal de les inciter, de les aider et au travers de l'entreprise, parce que s'ils sont des indépendants, ils vont se débrouiller tout seuls, mais c'est pareil, c'est via l'entreprise. On dit par exemple qu'il n'est pas normal qu'un chef d'entreprise, patron de TPE, PME, ça gagne la même chose qu'un cadre. Hein. Donc lui, il faut qu'il puisse en profiter exactement comme ses salariés. C'est pas exactement le cas. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on peut améliorer pour pousser encore un peu les feux et qu'en même temps, ça ait tous les effets positifs qu'on espère de ce type d'investissement. Je fais une toute petite parenthèse d'ailleurs. On n'a pas avancé sur, effectivement, on en fait reproche d'ailleurs au gouvernement, sur la grande loi grand âge, la dépendance, etc.
C'était pas le moment ou... Je pense que là, ils ont eu d'autres chats à fouetter. Ouais. Et puis que maintenant qu'on a une élection présidentielle annoncée, on verra après. Je reviens à votre profession, sujet David, qui vous est cher. Vous dites plutôt satisfait du projet de réforme du courtage, mais vous dites rester vigilant. Pourquoi ? On reste vigilant parce qu'en fait, on est en train de négocier les dossiers. Alors, à l'heure où on enregistre, on aura demain le retour qui pourrait être final de la CPR. Alors, pas final au sens de l'agrément, mais au sens de réponse sur nos réponses en vue de la rédaction des documents qui, eux, seront finaux. Voilà. Mais sous une semaine... c'est-à-dire que là, on est en fait dans le moment des échanges. C'est-à-dire qu'on a déposé un dossier complet. On a eu des échanges et des réunions. Et donc maintenant, on échange les derniers documents. Pour nous, c'est bien compris et on attaque la rédaction. Vigilant parce qu'on est face à une autorité qui n'a à l'évidence pas l'habitude d'encadrer des professions comme les nôtres. C'était le cas de l'AMF quand on a créé le statut des CIF. Et donc, il ne faut pas que cette réforme soit pervertie du fait de ce que le régulateur va nous imposer, parce que la loi, elle a été négociée. Toutes les discussions ont eu lieu à Bercy et avec une parlementaire. Et donc, toute cette équipe-là, qui depuis quand même pendant plus de 2 ans a travaillé, on est arrivé à un résultat. Il y a eu des débats. On en connaît le cadre. Il a notamment été imposé que nous devions être des assos sans but lucratif, avec tout ce que ça implique. Et là, on n'aurait pas le temps. Il faut que le régulateur accepte de jouer le jeu de ça, et on est face à un régulateur qui a du mal, dans la logique de co-construction qui lui a été imposée, à ne pas voir uniquement ses modes de fonctionnement à lui. Donc, je ne vais pas aller plus loin non plus parce qu'on est dans la discussion. On voit qu'il semblerait que là, enfin, mais alors en toute fin de partie, il soit un peu plus à l'écoute quand on lui dit non mais ça c'est pas possible, la loi dans d'autres domaines ne le permet pas, on est une assoce, on n'est pas une société commerciale. Enfin bon voilà. Les parlementaires ont voulu que ce soit une assoce d'élus, pas une assoce de fonctionnaires, très simplement. Ils font baisser la fonction d'un élu dans une entité où la loi a voulu que ce soit une entité d'élus. Voilà. Donc on a ce genre de débat. Voilà pourquoi on dit faisons attention, c'est censé être en co-construction, il faut que ça le soit vraiment, et on a un régulateur qui, comme il aura des choses à nous apprendre, a à l'évidence aussi des choses à apprendre. Et voilà, maintenant on est au bout du truc et ça semble pas trop mal se goupiller sur la fin. Mais c'est une négo. Autre sujet cher à vos professions, l'assurance vie. Alors, comme souvent, on parle de remettre en cause les avantages fiscaux, notamment d'ordre successoraux de l'assurance vie. Pas de position de l'ANACOFI à cette heure, pour une raison simple. Pas de consensus ou pas de... En fait, il y a tellement de projets qui sont posés sur la table, d'idées qui sont carrément à l'opposé l'une de l'autre. Écoutez, on verra ce que sont les propositions des candidats, on avisera. Elle a déjà été pas mal réformée, est-ce qu'il faut encore la réformer? Pourquoi pas, on en comprend. Il y a presque 2000 milliards là-dessus et c'est la poche pour pouvoir aller investir ailleurs, enfin pour les déplacer ailleurs. Mais qu'on fasse des propositions et on verra. En tout cas, nous, en interne, on n'a pas pu déterminer un camp qui l'emporterait dans les discussions, qui serait plus pour on augmente les avantages ou on les shoot. Donc, on n'a pas pris de position, on a dit qu'on serait en réaction. Alors, autre sujet habituel, on a déjà entendu, et que vous reprenez, il faudrait, je le dis simplement, que qu'un contribuable, dès lors qu'il perçoit une rémunération, paie de l'impôt sur le revenu. Oui, c'est pas nouveau, c'est pas de nous, les pays nordiques l'ont fait. L'idée, c'est que tout le monde prenne l'habitude de payer de l'impôt. Ça ne veut pas dire qu'on coupe la redistribution, mais... Le service public a un prix, quoi. Quand vous êtes dans un État et que quelque chose doit être financé par cet État, que vous sachiez qu'au moins, même si c'est à la limite du symbolique, vous donniez une partie de vos revenus, c'est peut-être que 5%, mais si on vous a donné l'équivalent de 20% par la redistribution, mais voilà, il n'y a pas de raison aujourd'hui que l'impôt sur le revenu porte sur 40% de la population seulement. Les 60 autres % ne sont pas tous chômeurs. Donc c'est une espèce de mécanique d'éducation financière, si je puis dire. Et je rappelle que certains pays l'ont fait. Quand on parlait de notre ISF, je rappelle que dans certains pays, vous payez au premier euro sur votre patrimoine, sauf que c'était un pouillème. Ouais, mais un patrimoine est un patrimoine dans ce cas-là. Donc ils avaient cette logique. Nous, sur l'impôt sur le revenu, on est arrivé à la conclusion, collectivement,
que ça serait pas plus mal, mais ça veut pas du tout dire qu'on supprimerait la redistribution. Alors je reviens sur le patrimoine, Sébastien. On a mis, je le disais en début d'émission, en avant les grandes disparités de patrimoine entre les Français. Est-ce que du coup, il faut restaurer l'ISF ? Alors là... La position, c'est non. Mais... Oui, mais voilà. Mais de toute façon, c'est un vaste débat. Et puis je pense que, honnêtement, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour sur le sujet. Ouais. Ils ont instauré l'IFI en arrivant. Et même sur l'IFI, ils ont, à mon sens, mis des choses qui n'auraient pas dû être dedans. Mais ça, c'est mon avis perso. Mais comme entre autres la pierre papier. Mais je pense qu'on ne reviendra pas en arrière parce que ça... Voilà. C'est fait. Autre sujet qui revient souvent, vous êtes, vous, chef d'entreprise, comme beaucoup de chefs d'entreprise, de TPE, de PME, très absorbés par votre métier. Et vous dites il faudrait vraiment simplifier le droit du travail, c'est pas possible d'avoir un code comme ça. Ah oui, là c'est très très clair. Hein. Il y a toutes les organisations constituées d'entreprises le disent. On est dans quelque chose qui n'est pas tenable. Quand on rentre dans votre entreprise et qu'on vous dit que les fiches d'entretien annuelles sont pas conformes et que vous risquez une amende alors que vous avez fait des fiches et que vous faites les entretiens, qu'il faut un tableau de telle manière pour pouvoir faire ressortir ce qui était dans la fiche de poste d'un employé qui est pluridisciplinaire. Mais attention sur les compétences initiales qu'il devait avoir. Wow. Il faudra un document CERFA pour ça. On rentre dans une salle de réunion et vous avez quelqu'un qui surveille, qui vérifie l'entreprise et qui dit « Ah, mais là aussi, il faudrait le plan d'évacuation » alors qu'il est 2 mètres plus loin dans le couloir. Vous dites, mais ils sont fous. Enfin, il y a un moment où... voilà. Et on peut multiplier les choses à l'infini. Quand vous avez 2 entreprises dans un groupe et qu'on vous dit qu'il ne faut pas avoir les salariés sur les 2 à 50-50 parce qu'en prud'homme, si jamais il fait une erreur, vous gagnez... Allons-y doucement, allons-y calmement. C'est-à-dire, vous prenez un audit, vous tapez un audit quand vous avez des salariés. Hein. Vous avez un autre auditeur qui vient derrière, il corrige, c'est pas la même chose. Vous avez l'inspection du travail qui se pointe, elle vous allume sur un truc quand même. Attendez, ça n'est pas possible. Et en plus, ça bouge tout le temps. Donc, vous n'avez même pas de stabilité de cette histoire. Donc, un audit 1 année, un audit 2 ans après, et on vous allume. Non, c'est pas possible. On est sur et en plus, selon la nature de l'entreprise, ça peut être un peu différent de... Non, il y a un moment, c'est pas possible. On peut pas avoir des TPE dans ce pays, mais qui ont quelques employés, et les laisser là-dedans. On peut pas avoir des PME qui sont obligées de se faire auditer très régulièrement, tout en découvrant à chaque fois que quelque chose ne va pas, alors qu'elles ont tout corrigé le coup d'avant. Vous y croyez encore ? Oui, j'y crois encore parce qu'il y a dans certains domaines eu des projets et parce que, alors pour le coup, je pense qu'une volonté politique un peu brutale, mais juste, est tout à fait possible. Vous voyez, quand je prends par exemple la fiche d'entretien, sur un entretien, comment se fait-il qu'on doit avoir un entretien par an sur un sujet et un tous les 2 ans sur un autre sujet ? Non mais arrêtons ça. On fait les 2 tous les ans et arrêtez de nous emmerder. Voilà. Comme ça, c'est celui que vous deviez avoir tous les 2 ans, vous l'avez tous les ans, donc c'est bien pour le salarié aussi. Et puis arrêtez de demander un tableau. Non mais c'est pas possible, ça devient complètement fou. Et ça, pour le coup, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on pourrait nettoyer et fournir, là encore, un kit au chef d'entreprise tous les ans, les tenants de simplification. Tu as ça, tu as des salariés, poum, voilà ce que tu fais. Si c'est pas carré, un inspecteur qui vient, il t'allume. Si c'est carré, ça va. Et en complément de ça, on obtiendrait certainement un moindre rejet de l'administration par les chefs d'entreprise. Et par contre, l'impossibilité de discuter la sanction. C'est-à-dire que la sanction serait compréhensible. Tu sais que ton kit n'est pas complet, tu prends. Voilà. Il n'y a pas de débat. Et le fonctionnaire n'est pas un salopard qui vient, mais lui aussi, quand il arrive, il se contente de savoir ce qu'il doit trouver et pas « je vais juger, décider ». Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait nettoyer comme ça. Autre souhait de vos membres, il faudrait former les Français à l'économie et à la finance. Alors, pourquoi et comment on fait ? Pourquoi, comment ? Alors, économie, finance, gestion des budgets, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle l'éducation financière, même si je préférais qu'on n'utilise pas
financier. Si on peut basculer, trouver un autre mot, ce serait mieux. C'est en cours. On est, nous, membres du comité stratégique d'EducFi, du programme national sur une génération qui s'appelle EducFi. Pourquoi, comment? Tous les moyens sont bons. Au jour d'aujourd'hui, on éduque, on commence par les collèges, lycées, c'est en train de monter. Ça, c'est dans le programme EducFi. On met en place des sites génériques où les gens peuvent venir chercher de l'information facile. On produit de la documentation. On met tout l'écosystème au service de cette information dans certains cas et de la pénétration de l'univers de formation. C'est un gros boulot, mais c'est un boulot dans lequel il y avait tellement à faire que c'est facile d'y trouver des actions qui améliorent la situation. Quand on sera dans le dur, on verra. Pour l'instant, on est dans le facile. C'est-à-dire toute action a un effet parce qu'on n'avait rien et que cette politique n'a que 6 ans. Quand on part de rien, c'est la progression. Voilà, cette politique n'a que 6 ans. Donc là, aujourd'hui, on voit que toutes les actions menées dans le cadre de EducFi fonctionnent. Que ce soit une semaine de l'information avec vos médias qui aident, que ce soit intégré dans les programmes des collégiens, le fait de leur faire non plus un problème sur l'eau qui coule du robinet, combien de litres ou autre, mais sur la gestion du budget d'un foyer. C'est idiot, mais c'est fait, ça. Ça n'a l'air de rien. Mais tout ça apporte parce qu'il n'y avait rien. Quand on en sera à devoir attaquer des populations sur des concepts plus complexes, et des populations difficiles à atteindre, on verra. Voilà. On finit par l'immobilier, avec la fiscalité qui serait, dans certains cas, en matière immobilière, confiscatoire. Alors, il faut alléger. Là aussi, encore une fois, simplifier, stabilité. On estime que... Alors, je vais vous renvoyer je vais renvoyer les gens, parce que c'est vrai que le temps passe vite, mais sur nos positions... sur notre note, nos préconisations aussi. Il y a des choses à faire peut-être sur la TVA, entre autres liées à tout ce qui est propriétaire, que ce soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, que ce soit dans le neuf et dans l'ancien. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. On parle d'IFI aussi, on parle de plein de petites choses dans plusieurs positions. Donc c'est pas juste une position sur la fiscalité. On a saupoudré un peu de nos positions de discussion, parce qu'on parle aussi d'impôts sur les sociétés pour les institutionnels. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui sont saupoudrées dans les positions. Donc, je vous renvoie à la lecture de notre manifeste, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, oui, qui est très lisible. Enfin, on dit il y a 116... En fait, je dis proposition, mais non, prise de position. Et en fait, ça se lit vite. C'est fait pour. Simplement. Et effectivement, je vous renvoie au site internet de l'Anacofi. Et puis, merci d'avoir accéléré le mouvement, parce que finalement, on ne déborde pas trop, donc ça va. Et du coup, David, je vous laisse le mot de la fin, peut-être pour dire, en un mot, s'il y avait quelque chose, qu'est-ce que vous attendez de cette année 2022 ? Alors, cette année, on espère pouvoir enfin réavancer sur nos envies. Voilà. Si on peut réussir cette année à ne pas être dans la gestion de la crise, gestion de ce qu'il faut délivrer parce que des consultations, mais reprendre la main et pouvoir aller sur nos envies, en fait, retrouver nos membres. On se rend compte, là on a fait une réunion des responsables régionaux, que certains ne se sont en effet pas vus entre eux depuis 2 ans, ce qui est quand même assez compliqué. Pour garder une cohésion, voilà, qu'on puisse recommencer ça. Je ne dis pas vivre normalement, je suis conscient que cette année sera encore impactée, mais voilà, si on peut retrouver une capacité de fonctionnement qui fasse qu'on peut retrouver de la proximité avec nos membres et un travail collectif qui soit un travail collectif qui nous permette d'aller sur nos envies et non pas sur gérer ce qui doit être géré. Ça, c'est ce que j'aimerais bien retrouver en 2022, et on va essayer de s'attacher à ça. Et bien entendu, puisque campagne présidentielle, puisque consultation européenne, on tiendra notre place là-dessus, parce qu'il y a des vrais enjeux, selon les programmes des candidats. Et dans les consultations européennes, nos modèles économiques sont en jeu aussi. Donc il faut qu'on tienne cet ensemble de choses pour que l'année soit un succès. Et puisque c'est le dernier jour de l'année, du mois de janvier quand nous enregistrons, je vais en profiter pour souhaiter une bonne année à tout le monde, même si l'émission passera certainement dans le courant de février. Bonne année à tous. Merci David, merci Sébastien. Et puis on se revoit peut-être avec un nouveau président.
Avec un nouveau président de la République, parce que nous n'aurons pas d'élection encore à l'Anacofi, mais à nouveau, en tout cas très probablement une nouvelle équipe. Ouais, en tout cas, ça va arriver vite. Et puis, peut-être plein de réformes dans la foulée. Merci encore à tous les deux, et à très bientôt. Excellente année 2022.